Je prends la main. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous rencontrer ou de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler du déconfinement et de votre rôle en tant qu'élu pour permettre à vos entreprises respectives et à vos collègues de reprendre le travail dans de bonnes conditions. Alors, évidemment, ce déconfinement pose beaucoup de questions aux élus que vous êtes, aussi bien en termes d'action que par rapport au rôle de vos instances telles que le CSE ou de vos commissions, notamment la commission SSCT bien sûr. En tout cas, même si la période est difficile, c'est une formidable opportunité pour vous tous de vous faire connaître, c'est-à-dire de vous faire connaître en tant qu'élu, représentant du personnel, et de faire connaître surtout le rôle du CSE, notamment sur la partie SSCT. Donc vous avez un rôle prépondérant à jouer dans ce déconfinement, dans la manière de participer à la reprise du travail et de négocier avec votre employeur les conditions de cette reprise. On va voir que il y a différents sujets qui vont vous être présentés par vos employeurs respectifs, car un nombre de négociations importantes vont potentiellement s'engager avec les représentants du personnel que vous êtes. Voilà, donc on va commencer par une information qui est tombée avant-hier. Donc l'état d'urgence sanitaire va prendre fin le 10 juillet. C'était déjà une recommandation du Conseil d'État et ça a été confirmé par le gouvernement. Donc, ce qui veut dire fin de l'état d'urgence sanitaire, notamment pour vous, ça veut dire qu'il n'y aura plus besoin de faire de réunions en visioconférence. Donc, vous pourrez retourner sur le terrain, refaire des réunions en présentiel et de pouvoir être présent dans vos locaux pour constater les conditions de la reprise, de la remise au travail, les conditions de protection et de sécurité mises en œuvre par votre employeur afin de participer pleinement à leur mise en place et à vérifier leur bon fonctionnement. Petite parenthèse, je me permets de vous rappeler que dans le cadre de cette visio, vous avez moyen de nous interroger à la fois par le chat qui est mis en place et à la fois par excusez-moi, j'ai une perturbation sonore. Donc, je vous rappelle que vous avez deux moyens de nous interroger pendant le déroulé de la visio, à la fois par le chat et à la fois par des questions. Nos juristes sont prêts actuellement à répondre à toutes vos questions. Celles qui nécessiteront un peu plus de temps et par leur complexité trouveront des réponses, mais un petit peu plus tard dans la durée. Pour ma part, je ferai une petite pause au milieu du déroulé de ce support afin de vous éviter un long tunnel, une petite pause qui servira à certains à poser des questions afin de faire un petit point d'étape sur certains sujets qui vous intéressent. Voilà, donc je reviens au support. L'état d'urgence sanitaire va être stoppé à partir du 10 juillet. Donc on peut dire que c'est un petit peu la fin des mesures d'exception, mais on va le voir, pas pour tout, car il y a une partie droit du travail qui va continuer d'être impactée par les ordonnances gouvernementales. Alors, on va commencer par le fondamental, c'est-à-dire les obligations respectives d'abord de l'employeur et les vôtres. Donc, les obligations de l'employeur, le CSE étant une instance constitutionnellement consacrée, l'employeur est obligé d'en passer par vous, notamment pour tout ce qui est mise en place des mesures de santé et de sécurité et de protection des salariés. Vous, en tant qu'élu, vous avez un mandat, vous êtes détenteur d'un mandat d'ordre public, vous n'êtes plus salarié, vous n'êtes pas salarié dans le cadre de l'activité de votre mandat, dans le cadre de l'exercice de votre mandat, ce qui fait que l'employeur vous doit un certain nombre d'informations et doit prendre en compte vos recommandations. L'employeur, lui, est soumis à une obligation de sécurité qui a été renforcée encore dernièrement par des jurisprudences de la Cour de cassation sur une obligation de sécurité, obligation de moyens et de résultats. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'employeur est informé d'un risque ou d'un danger, il est obligé d'agir dans un cadre de moyens et enfin ça va me revenir. Il est aussi soumis à une obligation de loyauté envers les élus,
c'est-à-dire qu'il doit vous transmettre par écrit tout un tas de documents qui sont à sa disposition dans le cadre du fonctionnement de l'entreprise, dont lui seul est dépositaire, mais vous, en tant que représentant du personnel au CSE, il doit vous remettre tous les documents à sa disposition pour vous permettre de comprendre ce qui est fait dans l'entreprise, et notamment en termes de santé et de sécurité, ce qui a été fait, ce qui reste à faire, et pouvoir se rendre compte si les moyens mis en œuvre sont vraiment pertinents et efficaces. Sinon, il est toujours possible de retourner autour de la table de réunion pour modifier les décisions prises afin d'augmenter le niveau de sécurité. Par ailleurs, votre employeur est également obligé, vis-à-vis de vous, de vous informer, c'est-à-dire qu'il ne peut pas uniquement se contenter de vous répondre à l'oral. Il est obligé d'appuyer les informations qu'il a à sa disposition et qu'il doit vous transmettre de manière physique ou numérique, c'est-à-dire des documents papier, sur support papier ou numérique, tout type d'informations qui doivent corroborer ses propos. Ensuite, dans le cadre de la reprise, suite au déconfinement, notamment à partir du 10 juillet où tout le monde pourra réintégrer l'entreprise, permettre aux élus d'exercer leur mandat, c'est-à-dire vous laisser libre accès à l'ensemble des locaux de vos entreprises respectives et surtout l'accès à l'ensemble des salariés de votre entreprise, là où ils se trouvent, aussi bien à l'extérieur de l'entreprise qu'à l'intérieur. Deuxièmement, ensuite, votre employeur est également chargé d'organiser les réunions. Donc, organiser les réunions, ça veut dire qu'il est chargé de vous faire venir, de vous proposer des locaux adaptés aux réunions. D'ici au 10 juillet, vous serez toujours contraint de respecter la distanciation, par exemple, mais les salles de réunion doivent pouvoir le permettre. Et dernier cas, la disponibilité, c'est-à-dire que votre employeur, qui peuvent être plusieurs personnes, doivent être en disponibilité permanente, puisque dans le cas de la reprise d'activité suite au déconfinement, on va être dans une situation exceptionnelle, et qui dit situation exceptionnelle dit réunion exceptionnelle ou supplémentaire, ou encore qu'on appelle réunion extraordinaire. Donc, dans ce cadre, vous pourrez être amené, en fonction de ce qui se passe, à déclencher des réunions à tout moment, chaque jour si nécessaire. Donc la disponibilité de votre employeur est totale. Vous, en tant que représentant du personnel, quelles obligations pèsent sur vous? Elles ne sont pas du tout du même ordre que celles qui pèsent sur votre employeur. Vous avez un rôle d'information, c'est-à-dire qu'en tant que représentant du personnel, vous avez l'obligation d'informer, de rendre compte à ceux qui vous ont élus, c'est-à-dire vos collègues, de ce qui se dit en réunion, de ce qui se dit lors des négociations avec votre employeur. C'est d'ailleurs une formidable opportunité pour vous, et saisissez-la de communiquer avec vos collègues pour qu'ils se rendent compte que le CSE, ce ne sont pas uniquement les chèques vacances ou les chèques cinéma ou les tickets cadeaux, c'est que le CSE, c'est un ensemble de compétences, notamment là en matière de santé, sécurité, conditions de travail. Donc n'hésitez pas à leur faire savoir ce qui se dit aux réunions, car je vous rappelle qu'en tant que représentant du personnel détenteur d'un mandat d'ordre public, votre parole ne peut pas être contrainte, ce qui veut dire très concrètement qu'au sortir de chaque réunion, vous avez la possibilité de rendre compte à vos collègues de ce qui s'est dit lors des réunions. Il n'y a pas de restriction là-dessus. Ensuite, vous, en tant qu'élu, vous êtes là aussi pour demander à l'employeur d'appliquer et de respecter le droit du travail, notamment les dispositions légales, puisque en matière de santé, sécurité, conditions de travail, ce sont surtout des réglementations qui imposent à l'employeur de respecter certaines dispositions légales sous forme de règlement, et c'est à vous de demander à l'employeur de les respecter. Vous avez aussi un rôle de promotion dans le cadre de la santé, la sécurité, les conditions de travail, c'est-à-dire surtout un rôle de prévention. Le fait d'alerter l'employeur d'un risque ou d'un danger, vous enclenchez immédiatement son obligation de sécurité renforcée, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus se retrancher derrière le fait qu'il ne savait pas, et donc il devra agir. Encore une fois, j'insiste là-dessus,
il faut que vous utilisiez tous les moyens de communication à votre disposition pour que vos collègues se rendent bien compte de ce que c'est que le CSE, du travail que vous allez fournir en matière de santé et de sécurité, notamment pour les conditions de reprise, les conditions de retour au travail. Donc, utilisez les moyens de vos dispositions, l'oral, les communiquer si vous avez un site internet ou sur les mails de vos collègues à travers l'intranet de votre entreprise. Enfin, toutes sortes de communications, quelle que soit la forme. Là, il va falloir vraiment vous en servir. Je vous présente ici un petit rappel voilà, sur les obligations de l'employeur. Donc, voyez le deuxième item, l'employeur est directement et personnellement responsable de la sécurité et de la protection de la santé de chacun de ses collaborateurs, ce qui veut dire que dans le cadre de la reprise, à vous de faire promotion de ce qu'il faut mettre en place pour bien protéger chacun de vos collègues et de ce fait, l'employeur sera personnellement et directement tenu pour responsable si toutefois la sécurité n'est pas bien prise en compte. Vous avez ensuite l'article du Code du travail qui rappelle les obligations de l'employeur, qui sont des obligations formelles et strictes. Et donc, l'employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais l'empêcher. Cette obligation est une obligation de résultat. Donc, c'est-à-dire en cas d'accident ou de maladie lié aux conditions de travail, la responsabilité de l'employeur pourra être engagée. Donc, important de lui rapporter en réunion, sous quelque forme que ce soit, l'ensemble des risques ou des dangers que vous avez détectés, afin qu'il les prenne en compte et qu'il les réduise. Alors, lors de ces réunions, de ces échanges que vous allez avoir avec votre employeur, il va falloir lui faire entendre ce que vous estimez raisonnable et nécessaire afin de protéger vos collègues. Bien évidemment, ce qui se passe dans le cadre du Covid ne va pas s'arrêter demain. D'une part parce qu'on ne sait pas quelles vont être les conséquences de cette épidémie. Peut-être qu'elle va reprendre à l'automne prochain. Peut-être qu'elle va redémarrer l'hiver prochain. Là-dessus, les scientifiques ne sont pas capables de répondre, mais néanmoins, le risque existe. Le potentiel risque existe et ne peut pas être écarté. Donc, il faut aussi discuter d'ores et déjà des éventuelles mesures de protection si des fois il y avait, comme vous l'avez sans doute entendu, une deuxième vague qui se profilait, ou alors s'il y avait un redémarrage à un autre moment. Ensuite, il va falloir vous suivre les conséquences de ce Covid-19 à moyen et à long terme sur la santé de vos collègues. Souvenez-vous, il y a 70 ans, on disait que le tabac, c'était bon pour la santé. Souvenez-vous, il y a 30 ans, on disait que l'amiante, c'était pas dangereux. Résultat, aujourd'hui, on sait que pour ces deux exemples, c'était catastrophique et ce sont des moyens qui sont absolument mortels pour la santé des salariés. Donc aujourd'hui, les conséquences du Covid, votre employeur n'est pas médecin, vous non plus ne l'êtes pas, mais personne n'est capable de prédire ou de dire qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui ont été exposés au Covid d'ici 5, 10 ou 15 ans. Donc, il vaut mieux prendre les devants et donc, comme je le disais tout à l'heure, faire de la prévention. Donc, la prévention, c'est le fait d'en parler et d'inscrire tout ça en réunion avec l'employeur afin de prévoir des mesures de prise en charge si des fois des effets secondaires se présentaient sur certains de vos collègues afin de notamment envisager l'éventuel recours à la reconnaissance des affections qui seraient liées au Covid-19 en termes de maladies professionnelles. Je vous rappelle que, pour information, les personnels soignants des hôpitaux publics de la PHP se sont déjà vus obtenir par le ministère du Travail la reconnaissance en maladie professionnelle de ceux qui ont été exposés au Covid-19. Donc, il n'y a pas de raison que cela ne soit pas étendu au secteur privé, étant donné qu'un bon nombre de malades viennent du secteur privé. Donc, ça sera à vous d'investiguer, de faire de la prévention et d'en parler avec votre employeur, de faire de la prévention à moyen et long terme. Pour cela, vous avez les moyens d'investiguer.
Donc, c'est aussi une opportunité, au-delà de la communication, pour prendre toute votre place dans le redémarrage, la mise en place des mesures que votre employeur compte prendre pour faciliter, permettre le redémarrage d'une totale activité dans de bonnes conditions. Donc, ne restez pas à côté, prenez pleinement votre place, imposez-vous. D'ailleurs, le ministère du Travail le recommande lui-même, puisqu'on va voir qu'elle a publié une note récemment. En tous les cas, dans cette note, il est dit que chaque entreprise doit élaborer un plan de reprise. Les mesures gouvernementales qui ont été présentées par la ministre du Travail ne sont que des mesures généralistes, car évidemment, chaque entreprise est différente. Donc, ça va être à vous de participer pleinement à ces négociations, à ces réunions pour adapter au mieux à vos entreprises respectives les besoins réels de vos collègues en fonction de l'organisation du travail dans l'entreprise, des métiers respectifs et des conditions d'exercice des métiers respectifs de vos collègues en termes d'activité. Donc, il va falloir discuter de tout cela avec votre employeur. Donc là, il s'agit d'une négociation en tant que telle qui concerne on va dire, le plan de reprise d'activité de l'entreprise pour remonter en charge à 100%. Donc, il va falloir parler de l'organisation du travail, des contraintes qu'elle pose, de la faisabilité des mesures de protection, des dangerosités des métiers quand on y rajoute les risques d'exposition au Covid. Il va falloir aussi aborder la partie, je dirais, RPS, risques psychosociaux, parce que le ressenti des salariés va être important, à la fois pour ceux qui vont reprendre le travail ou ceux qui ont passé énormément de temps en télétravail, ce qui n'est pas nécessairement sans conséquence. On verra ça plus tard. Si votre employeur a du mal à vous impliquer dans les réunions pour participer à la mise en œuvre des dispositions qui vont permettre de reprendre le travail dans de bonnes conditions, vous devrez utiliser le système des réunions extraordinaires, des réunions supplémentaires. Et dans ce cadre-là, je vous rappelle que c'est assez simple, puisque pour déclencher une réunion extraordinaire ou supplémentaire, il ne suffit que de 2 titulaires du CSE pour obtenir une réunion extraordinaire. Voilà, donc le but étant d'obtenir la mise en place d'une cellule de crise paritaire, c'est-à-dire CSE, syndicat, employeur. Pas besoin nécessairement de faire des réunions avec effectif complet de l'ensemble du CSE. Il est préférable pour des questions de souplesse et de réactivité et d'effectivité de mettre en place une cellule de crise paritaire. Donc, certains élus du CSE, principalement les membres de la CSSCT, si vous en avez, certains représentants des syndicats présents dans l'entreprise et l'employeur. Comme ça, cette cellule de crise agira beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus efficace. Voici le protocole national de déconfinement pour les entreprises qui a été publié par le ministère du Travail. Et vous pouvez lire sur le côté gauche du support une phrase extraite de ce protocole national de déconfinement et qui marque bien l'importance de votre place. Donc, je les cite, la définition et la mise en œuvre de toutes ces mesures, les mesures de redémarrage, de déconfinement, nécessitent un travail de réflexion préalable, conduit dans un cadre concerté. Alors, le cadre concerté, c'est vous, c'est-à-dire une concertation entre l'employeur et les représentants du personnel, afin de garantir leur faisabilité, d'où la cellule de crise qui est réactive et qui peut agir, de vérifier leur effectivité et, comme le dit cette phrase, leur appropriation la plus large par tous les acteurs de l'entreprise. Voilà, donc ce protocole national de déconfinement, utilisez-le pour pouvoir vous imposer en tant qu'interlocuteur incontournable pour la mise en place, la mise en œuvre, le suivi de toutes les actions de santé et de sécurité pour assurer une bonne reprise du travail. Si vous êtes amené à rencontrer votre employeur, à négocier, à réunionner avec lui dans le cadre du déconfinement
toutes les questions qui vont tourner autour du Covid-19, dans ce cas-là, on est en circonstances exceptionnelles. C'est l'article 2143-13. Donc, on est en plein dedans, puisque le gouvernement lui-même l'a reconnu dans différentes ordonnances. Donc, nous sommes actuellement en circonstances exceptionnelles. Donc, qui dit circonstances exceptionnelles, pour vous les élus, ça veut dire deux choses, c'est que vous êtes totalement disponible pour tout type de réunion. Et deuxièmement, le crédit d'heures de délégation mensuelle que vous avez peut être totalement ouvert et dépassé. Il n'y a plus aucune limite. La limite, en fait, c'est la limite d'un temps plein. Ça, il s'agit de discuter de ce point-là de gré à gré avec votre employeur, c'est-à-dire dans le cadre des démarches Covid, que ce soit pour vous en réunion ou les besoins que vous aurez pour rencontrer vos collègues, pour faire des réunions d'information auprès de vos collègues, pour visiter vos collègues là où ils se trouvent, enfin tout type d'activité liée à vos mandats, aussi bien dans l'entreprise qu'à l'extérieur, vous serez en circonstances exceptionnelles, ce qui veut dire dans le cadre de vos heures de délégation et donc payé comme temps de travail effectif. Alors, je voulais revenir sur un aspect non négligeable de la période de confinement que nous avons tous vécu et qui s'appelle le télétravail. On sait que le télétravail a été ausculté. On connaît déjà par nombre d'analyses et de travail menés par différents organismes publics de recherche sur les conditions de travail que le télétravail n'est pas sans conséquence sur la santé. Donc, ce qu'on a pu constater d'ores et déjà, puisque ces instances publiques, ces instituts ont travaillé avec des chercheurs sur les conséquences du télétravail sur la santé de vos collègues et de vous-même. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le télétravail qui a été utilisé massivement augmente le risque, les risques psychosociaux. Car on a pu constater chez beaucoup de salariés un surinvestissement, notamment dans le non-respect des horaires de travail, que les gens travaillaient en fait plus d'heures que celles auxquelles ils se consacrent en présentiel dans le cadre de leur travail dans leur entreprise respective. On s'est aussi rendu compte que la communication entre collègues et hiérarchie demande une énergie beaucoup plus importante, parce que derrière un écran, c'est beaucoup plus difficile de faire passer des messages, de se faire entendre, de se faire bien comprendre de tous, donc une consommation d'énergie décuplée. Autre point, la désocialisation, l'éloignement prolongé de ses collègues crée une désocialisation par rapport à mon collectif de travail, par rapport à mes collègues, qui crée aussi un certain nombre de troubles non négligeables. Cela peut aussi avoir comme effet le télétravail de créer des tensions familiales, car le lieu de vie familial devient aussi le lieu du travail, ce qui n'est pas sans poser difficulté. Notamment quand on n'a pas d'espace dédié chez soi, c'est-à-dire la possibilité éventuellement d'avoir un bureau où on peut s'enfermer pour ne pas déranger le reste de la famille. On constate aussi que des nombres de salariés ont du mal à retourner au travail en présentiel, que c'est une perte de repères et un changement important qui peut impacter aussi leur sécurité, leur manière de percevoir leur travail, en termes d'angoisse, de stress, de contraintes. On constate qu'un usage massif du télétravail, au-delà de 2 jours par semaine, enclenche une perte de créativité, car on se retrouve isolé et que la communication avec les collègues est moins fluide, moins facile, plus difficile à partager et à se faire comprendre. Donc, ce qui entraîne une diminution du partage des connaissances, ce qui permet pas forcément de se faire comprendre et d'être un petit peu plus entre guillemets créatif, ce que beaucoup d'employeurs ont demandé à leurs salariés afin de compenser l'absence du physique au bureau. On a aussi pu constater des pertes de compétences ou des acquisitions de nouvelles compétences.
ça a marché dans les deux sens. Soit certains se sont appauvris en termes de compétences communes, soit se sont enrichis en termes de compétences, puisque certains ont pu être formés sur de nouveaux logiciels, de nouveaux outils de travail. Reste à savoir si ces compétences resteront individuelles ou pourront ensuite être partagées avec d'autres lorsque les salariés reprendront leur travail en présentiel et retrouveront leurs collègues, et que ça pourra servir à améliorer leurs conditions de travail et non pas à remplacer du travail en présentiel. Il est aussi à noter que il a été constaté déjà, puisque sur le mois d'avril, Pôle emploi a enregistré un record d'inscription au chômage, puisque le chiffre de 830 000 personnes nouvellement inscrites à Pôle emploi a été enregistré pour le seul mois d'avril, ce qui est un chiffre jamais atteint depuis près de 30 ans. Il a été constaté, et là j'attire votre attention, puisque ça va être à vous de porter une vigilance spécifique sur ce point, notamment en consultant le registre unique du personnel, puisque il a été constaté que plus de 2 jours par semaine de télétravail a augmenté un taux de sortie des entreprises assez important. Beaucoup de salariés ont quitté leur travail suite à ça. Voilà. Ensuite, nous allons parler un petit peu du chômage partiel. Vous avez été tous certainement confrontés à ce chômage partiel. La différence majeure qui s'est produite est arrivée le 1er juin, puisque le gouvernement avait mis en place un dispositif facilitant le recours au chômage partiel, en facilitant les démarches pour vos employeurs respectifs, et surtout avec une prise en charge à 100% de vos salaires, ce qui vous amenait à un salaire de 84%, donc une perte relativement réduite, même si elle n'est pas négligeable pour certains, notamment les bas salaires, une perte réduite de salaire qui pouvait être compensée par vos employeurs respectifs. Donc, ce chômage partiel a été très largement utilisé, puisque actuellement nous dépassons les 6 millions de salariés en chômage partiel, ce qui est un nombre considérable, puisque avant le Covid, on était à moins d'1 million. Certainement qu'il va falloir suivre cette évolution, vous en tant qu'élu, car le chômage partiel a impliqué et contraint vos employeurs ou contraint les salariés à passer en télétravail. Donc, il est fort probable que ce dossier du télétravail va revenir sur la table, car chacun en a découvert l'intérêt, mais vous, en tant que représentant du personnel de CSE, devez aussi en percevoir les défauts, les écueils et les dysfonctionnements, notamment en termes de risques pour vos collègues. Autre petite information, la fraude au chômage partiel n'est pas négligeable. Toute demande en chômage partiel doit être effectuée par votre employeur. Ces documents de demande de chômage partiel sont à votre disposition, sachant que 24% des salariés qui ont été mis en chômage partiel ont été, entre guillemets, invités à continuer à travailler par leurs employeurs, alors que normalement, lorsque l'on est en chômage partiel, on ne doit pas travailler. Donc attention au contrôle de l'URSSAF et attention aux demandes qui ont été faites par vos employeurs respectifs. Donc peut-être un point à vérifier pour vous en demandant les documents à vos employeurs respectifs. D'accord? Alors, j'attire aussi votre attention sur un point essentiel, c'est-à-dire que en tant que CSE, vous avez 2 budgets à gérer, le budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles. Depuis 2017, le calcul de référence, c'est la masse salariale que l'on trouve sur la déclaration sociale nominative, c'est-à-dire tous les éléments de salaire soumis à cotisation. Ce qui est un revirement par rapport à avant, puisque avant c'était l'ensemble des rémunérations et pas seulement les rémunérations soumises à cotisation. Les allocations d'activité partielle sont soumises à la CSG et à la CRDS, qui restent toujours applicables, mais pas aux autres cotisations. Donc, j'attire spécifiquement votre attention. Ça veut dire qu'elles ne sont donc pas a priori incluses dans la masse salariale.
Ce qui veut dire que potentiellement, si votre employeur s'empare de cette disposition, vous pourriez voir vos budgets couvrant les mois d'activité partielle considérablement impacter le montant de vos budgets. Donc très clairement, si votre employeur applique cette possibilité de ne pas déclarer ce qui est soumis aux cotisations, il pourra, dans le cadre de l'activité, le chômage partiel, réduire considérablement les budgets qu'il doit vous verser. Donc soyez vigilants là-dessus, vérifiez bien ce qui vous sera versé pour les mois de mars, avril, mai, juin, juillet. D'accord? Donc, afin de vérifier d'abord si l'employeur l'applique. S'il l'applique, bien évidemment, cette mesure reste négociable. Il n'est pas contraint, ce n'est pas une obligation formelle, donc il peut ne pas l'appliquer et vous laisser en l'état les budgets tels que vous les percevez habituellement. Et en tous les cas, s'il décide d'appliquer cette mesure, dont le caractère peut être discuté dans sa légitimité, il sera nécessaire pour vous de vérifier quelle demande de chômage partiel il a faite afin de croiser le nombre de ces demandes et leur utilisation pour voir si elles correspondent bien éventuellement à des baisses de budget auxquelles vous auriez été soumis et que vous découvririez. Voilà. Avant de passer aux principales négociations, comme je vous l'avais dit en introduction, je vais vous laisser un petit temps de parole si certains d'entre vous ont des questions à poser afin que je puisse y répondre par rapport à la première partie de la présentation. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute. Non, pas de questions? Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il y a des questions? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à votre dernière partie dont vous parliez sur la baisse de la subvention, en fait, par rapport à la masse salariale. Dans notre entreprise, on a eu un statut donc partiel, une activité partielle de mise en place, mais l'employeur a financé les 100% de notre salaire, enfin la différence entre les 84% et les 100%. De ce fait, donc normalement au niveau de la masse salariale, il a versé la même. Donc est-ce qu'on peut avoir une baisse au niveau de ce qui peut nous être versé ou pas? Oui, pour la partie masse salariale qui concerne uniquement les salariés mis en activité partielle et déclarés comme tels par lui auprès de la directe. Donc, si vous D'accord, donc en constatez, fait, comme à hauteur de 84%, c'est l'État qui a financé nos salaires, ces sommes-là ne seront pas prises en charge dans la masse salariale versée. elles ne sont pas forcément prises en charge. Ça va être une décision de votre employeur. D'accord, donc nous, il faut qu'on les sollicite là-dessus, quoi. Voilà, donc là, ça dépend justement. C'est pas parce que vous percevez 84% ou dans votre cas 100% puisque votre employeur a décidé de compléter que ça n'aurait pas d'impact sur vos subventions. Donc, à vérifier. Donc, si ces subventions baissent, ne soyez pas étonnés. Et dans ce cas-là, demandez à votre employeur les documents dans lesquels il a demandé le nombre de recours en activité partielle afin de vérifier que ça correspond bien à la baisse qui va être appliquée sur vos subventions. D'accord, ok, très bien, merci. D'autres questions peut-être? Oui, bonjour Étienne Clore. Bonjour. Concernant les budgets de fonctionnement et y aurait-il pas une avancée pour cette période pour utiliser exceptionnellement le budget de fonctionnement en termes d'ASC en fait? Oui. Il y a une ordonnance qui a prévu que dans ce cadre, cette situation exceptionnelle, vous pouvez transférer non pas 10% du reliquat de l'excédent budgétaire d'un budget sur l'autre, mais 50%. Donc vous pouvez effectivement
faire un versement à hauteur de 50% de votre excédent du budget de fonctionnement vers les œuvres sociales. C'est possible, c'est proposé par une ordonnance, oui. Vous n'auriez pas la référence de cette ordonnance à tout hasard? Posez la question sur le chat ou par question. Nos juristes qui sont derrière là vont vous répondre très rapidement là-dessus. D'accord, merci. Je vous en prie. D'autres questions? Allô? Oui, bonjour. Attendez, bonjour. En fait, moi, c'est une question, on va dire, subsidiaire par rapport à ce que vous avez présenté, par rapport au retour des salariés suite à la fin de la crise sanitaire au 10 juillet. Est-ce que les salariés qui sont reconnus comme fragiles au niveau de santé devront aussi retourner au travail? Dans ce cas, que proposer à l'employeur par rapport à la sécurité de ces personnes qui sont d'autant plus fragiles? Alors, si on a des périodes, des personnes fragiles, évidemment, a priori, donc jusqu'au 10 juillet, jusqu'à la fin de l'exception sanitaire, ces personnes-là, sur certificat médical, peuvent être exonérées de reprise de travail en présentiel. La question va se poser au-delà du 10 juillet. Si des personnes qui ont une affection particulière, après le 10 juillet, devront reprendre leur travail après la fin de l'état d'urgence sanitaire, ça, je dirais, c'est à vous, élus du CSE, de discuter avec votre employeur pour vous assurer dans quelles conditions elles vont reprendre leur poste de travail, si leurs postes de travail seront bien protégés, si les mesures de distanciation, si les mesures de précaution telles que les gels hydroalcooliques et l'utilisation des gels ou des masques seront bien effectives, seront bien disponibles pour ces personnes, et surtout discuter avec vos employeurs des mesures à prendre en cas de suspicion si ces personnes-là souffrent d'une affection quelconque après la reprise du travail. Ça va être à vous de négocier directement avec votre employeur, justement, le cas de ces personnes. Ok. Très bien, merci. Allez, encore une question, et après je reprendrai le déroulé du support. Oui, bonjour, Yann Materne. Je vous contacte par rapport à la notion de faire appliquer et respecter le droit du travail en entreprise. Oui. Suite à notre retour le 11 mai, hein, on n'a pas trop eu de choix, on a arrêté le télétravail du jour au lendemain, on a été entre guillemets obligés de revenir, mais dans des conditions sanitaires bonnes, j'ai envie de dire. Donc 4 mètres carrés par personne, pas de problème. En revanche, l'employeur demande aux salariés qui sont en statut agent de maîtrise sous contrat 39 heures de rattraper 4 heures par semaine de confinement, donc travailler 4 heures en plus par semaine de confinement, sous prétexte qu'il a complété le salaire à 100%. On l'a remercié, mais il n'y avait jamais, au moment des réunions CSE, de demande de contrepartie. Voilà, c'était un geste de l'employeur. Et là, maintenant, après coup, il nous demande, au niveau des agents de maîtrise, de rattraper 4 heures par semaine de confinement. Est-ce qu'il est en mesure de le faire? Donc, il vous demande de tous ceux qui ont été en télétravail, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Donc, qui ont fait quelques heures en télétravail par semaine pendant le confinement, complété par l'activité partielle, prétextant le fait qu'au début, en tout cas, l'activité partielle n'était basée que sur 35 heures, ayant des contrats 39 heures. Comme il a complété le salaire, il estime qu'on lui doit, entre guillemets, 4 heures par semaine, alors qu'on lui a bien démontré qu'on était éligible suite à l'ordonnance du 22 avril aux 39 heures prises en compte. Oui. Mais visiblement, ils estiment ne pas être dans ce cas-là et qu'on leur doit 4 heures. Alors, bien évidemment, que vous soyez en présentiel dans vos locaux d'entreprise ou en télétravail, votre contrat de travail n'est pas modifié, la loi non plus, les accords d'entreprise, les conventions collectives, donc que vous soyez à domicile ne change strictement rien. Donc, votre employeur ne peut pas vous demander 4 heures de travail supplémentaires. C'est totalement illégal et impossible. La seule possibilité pour lui de le faire, ça serait d'ouvrir des négociations avec les syndicats si vous en avez dans votre entreprise,
Est-ce que vous en avez? Non, 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 du tout, du tout. Non. Donc, s'il n'y a pas de syndicat, il doit ouvrir une négociation avec le CSE pour expliquer éventuellement qu'il souhaite mettre en place des semaines de travail non plus de 35 mais de 39 heures. Et dans ce alors, je suis désolé, je vous arrête parce que en fait, le contrat est déjà à la base forfaitaire 39 heures, donc 169 heures par mois. Et il prétexte en fait le fait d'avoir complété le salaire à hauteur de 39 heures, alors qu'il n'a été, entre guillemets, indemnisé que sur 35 heures pour le chômage partiel. Donc il estime que comme on a fait moins de 35 heures en télétravail… Non, mais ça n'a rien à voir. Hein. Le temps de présence et la rémunération, ça n'ont pas vraiment à voir. Est-ce que vous avez un accord? Est-ce que vous avez des RTT? Non. Non. C'est vraiment forfaitaire. Hein. Il n'y a pas de RTT. Même les heures sup ne sont pas indiquées majorées ni dans le contrat de travail, ni dans la fiche de paye. Donc voilà, c'est vraiment forfait 39, 169 heures. Oui, écoutez, dans ce cas-là, au minimum, ça aurait dû faire l'objet de toute façon d'une consultation du CSE pour annoncer les mesures qui impactent tous les salariés concernés. Ça ne peut pas être décidé unilatéralement comme il l'a fait. Donc, au minimum, une consultation. Après, pour le reste, il faudrait prendre un petit peu de temps pour examiner votre question, puisque il va falloir regarder comment sont rédigés vos contrats de travail, vos forfaits et les prescriptions qui sont existantes dans votre entreprise. Donc là, je ne vais pas pouvoir aller plus loin, sinon je vais prendre un petit peu trop de temps. Et là, posez la question à nos juristes et on vous fera un retour là-dessus. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Alors, je poursuis, je vous remercie pour ces questions. On refera un petit salve de questions à la fin du support. Je reprends le déroulé du support. Donc, les principales négociations, on l'a vu tout à l'heure, donc les budgets du CSE, pardon, budget de fonctionnement et budget des œuvres sociales. Le plan d'activité et le PAS, c'est ce que j'appelle le plan de reprise d'activité, où il faut prendre votre place pour négocier les conditions de la reprise. Un document, un registre fondamental, le DUERP, document unique d'évaluation des risques professionnels, qui permet de recenser l'ensemble des risques, je dis bien l'ensemble, qu'ils soient aussi bien physiques, bactériologiques, biologiques que psychosociaux. Donc ce registre doit recenser l'ensemble des risques et des mesures qui sont mises en œuvre ou qui doivent être mises en œuvre pour garantir une sécurité effective de l'ensemble des salariés. Vous allez peut-être devoir négocier les congés payés, la durée du temps de travail et les jours de repos, puisque une ordonnance prévoit la possibilité d'augmenter considérablement la durée du temps de travail, de diminuer considérablement vos jours de repos ou vos congés payés. Dernier point, la communication. C'est-à-dire que l'ensemble de ces sujets que vous allez aborder en réunion avec votre employeur, il faudra en parler à vos collègues afin qu'ils suivent de manière serrée ce qui se passe, afin d'être pleinement informés, ce qui leur permettra aussi de participer à travers vous à ces différentes négociations. Ce qui risque de vous impacter le plus, ce sont les ordonnances gouvernementales qui concerne les conditions de travail. Il y a l'ordonnance du 25 mars qui va permettre à vos employeurs de modifier vos congés payés, la manière dont vous pourrez les poser ou les prendre, va permettre aussi à votre employeur d'augmenter la durée du travail et de vous fractionner ou de déplacer vos jours de repos. Et ensuite, il y a la fameuse prime Macron qui a été renouvelée, dont le dispositif a été renouvelé de 1 000 € ou 2 000 € pour les entreprises qui ont un accord de participation, versement de primes totalement exonéré de toute cotisation. Ces dérogations sont applicables, celles-ci, jusqu'au 31 décembre de cette année. Donc, votre employeur va pouvoir déroger au temps de travail, aux congés payés et aux jours de repos jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, soyez vigilants là-dessus. Donc, voici ce que l'ordonnance dit.
L'ordonnance 323 permet par un accord collectif ou d'entreprise, c'est-à-dire que l'employeur, pour pouvoir modifier vos congés payés, vos temps de travail ou vos jours de repos, obligatoirement passer par un accord d'entreprise. Donc, qui dit accord d'entreprise dit négociation d'un accord avec les délégués syndicaux présents dans vos entreprises pour la prise des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables. C'est-à-dire que votre employeur, si accord est signé, pourra vous imposer une semaine de congés payés pleine en respectant un délai de prévenance d'1 jour minimum. Il pourra vous imposer une semaine, donc à sa convenance. D'accord. L'employeur peut modifier les modalités de prise de congé, donc en respectant normalement un délai d'1 mois. Là, pour la semaine de 6 jours, ça pourrait être réduit à un délai de prévenance de 24 heures. Le délai de prévenance classique pour qu'un employeur puisse modifier vos congés payés, c'est 1 mois. Mais donc, dans le cadre de l'épidémie Covid, l'employeur va pouvoir arguer des circonstances exceptionnelles pour vous imposer éventuellement une semaine de congé, donc 6 jours à sa convenance, en vous prévenant au plus tard 24 heures avant sa décision et donc l'effectivité de sa décision. Mais l'employeur ne peut pas le faire pour des congés que le salarié a déjà posés. C'est-à-dire que votre employeur pourra éventuellement décaler des congés que vous avez déjà posés. C'est-à-dire s'il veut vous imposer une semaine de congés payés et que vous l'avez posé, par exemple, pour la première semaine de juillet, il pourra vous dire « Je vous demande de décaler votre semaine de congés payés et de la poser peut-être fin juillet, début août ou en septembre, en s'appuyant sur les circonstances exceptionnelles. » Et il a un délai de prévenance donc de 24 heures. Donc, s'il y a donc accord d'entreprise ou peut-être une négociation au niveau de votre branche professionnelle qui va mettre en place ce dispositif, votre employeur pourra donc vous imposer une prise de congé payé d'une durée de 6 jours maximum ou modifier les dates d'un congé déjà posé. Il pourra imposer la prise de congé payé avant même l'ouverture de la période normalement requise, par exemple pour les congés d'été, qui va période du 1er juin au 31 octobre. Il pourra aussi éventuellement fractionner vos congés payés sans même vous demander votre accord. C'est-à-dire si vous posez par exemple 3 semaines de congés payés au mois de juillet, il pourra vous demander de les fractionner, c'est-à-dire de séparer vos semaines. Et il pourra également imposer des dates de congés différentes, même si on a son conjoint dans l'entreprise et donc on a besoin de partir en vacances ensemble. Il pourra vous imposer de poser vos congés à des dates différentes, même avec votre conjoint. Donc, vous voyez, ce ne sont pas des décisions neutres. Par contre, ce qui ne change pas malgré l'ordonnance, c'est que votre employeur peut donc vous imposer des fractionnements ou des prises de congés dans la limite de 6 jours, mais vous conservez vos droits à congés supplémentaires pour fractionnement. Lorsqu'un employeur vous demande de fractionner vos congés payés, je vous invite à regarder vos conventions collectives, car dans la plupart des cas, lorsqu'il y a fractionnement des congés payés demandés, vous avez des jours de compensation. Par exemple, pour les salariés qui sont en convention de forfait jour, quand bien même ils vous demanderaient de fractionner vos congés payés, en aucun cas les dispositions prévues par l'ordonnance 323 ne pourront modifier, augmenter en fait le nombre de jours de travail prévu dans une convention de forfait jour. Donc pour résumer, le congé imposé par votre employeur ne pourra pas excéder 6 jours ouvrables, soit une semaine. Le délai de prévenance, c'est 24 heures. Et les congés ou ces modifications de congés ne pourront pas vous être imposées au-delà du 31 décembre 2020. Donc, ce sont des conditions exceptionnelles qui s'arrêteront le 31 décembre. L'ordonnance prévoit aussi pour l'employeur la possibilité de modifier la prise des jours de RTT.
c'est une décision qui pourrait être unilatérale. Donc, c'est-à-dire que dans le cadre d'un accord de réduction du temps de travail, l'employeur pourra vous imposer la pause de jours de RTT, aussi bien les jours de RTT salariés que les jours de RTT employeurs. S'agissant des repos conventionnels, c'est-à-dire ce qu'on appelle traditionnellement les jours de repos type week-end, votre employeur pourra vous demander de décaler éventuellement des jours de repos conventionnels, pourra vous demander d'utiliser, si vous avez par exemple des comptes épargne-temps dans vos entreprises, pourra vous obliger à utiliser un certain nombre de jours disponibles sur des comptes épargne-temps en jours de repos. Et c'est lui qui fixera les dates. Donc, pour ces modifications des jours de repos, donc l'employeur, tout comme les congés payés, devra respecter un délai de prévenance d'un jour franc, soit 24 heures. Le nombre total de jours de repos imposés ou modifiés ne pourra pas dépasser le nombre de 10. Et les journées de repos imposées, toutes ces journées imposées ou modifiées, comme pour les congés payés, s'arrêteront au 31 décembre 2020. Donc, les limites prévues par vos accords pourront être modifiées par des accords d'entreprise. La période d'application, il faudra être vigilant pour s'assurer de manière écrite et fermée que ça n'ira pas au-delà du 31 décembre de cette année, 31 décembre 2020. Et le petit rappel pour ceux d'entre vous qui êtes en convention de forfait jour, on ne pourra pas votre employeur ne pourra pas vous faire travailler plus que le nombre de jours fixés contractuellement ou par accord pour ceux d'entre vous qui êtes au forfait jour. Elle reste indépassable. Donc, les principaux enjeux, c'est vérifier que le cumul de ces décisions au maximum doit porter sur, on va dire, 16 jours, soit 10 jours de repos, les jours de repos, les comptes épargne-temps, les RTT et les 6 jours maximum de congés payés, ce qui nous fait un total de 16 jours. J'attire votre attention sur le fait que l'égalité de traitement entre salariés reste valable, notamment en matière de droit au repos. Donc, il faudra vérifier avec votre employeur si des fois il décide d'utiliser ces mécanismes prévus par l'ordonnance 323 pour vérifier que tous les salariés seront traités de la même manière. Important d'avoir une vigilance accrue sur cette question-là. Donc, l'ensemble de ces dispositions ordonnancielles seront valables que jusqu'au 31 décembre 2020. Attention aux employeurs qui voudraient prolonger ces dispositions ou qui voudraient signer avec vous des accords à durée indéterminée. D'accord? Donc, un point de vigilance particulier. Autre point de vigilance, étant donné donc que votre employeur, s'il utilise ce mécanisme prévu par les ordonnances, notamment en matière de congés payés, et vous imposez des jours de congé, ça veut dire que vous pourriez vous retrouver, ceux d'entre vous qui se verraient appliquer ce dispositif, avec moins de congés payés pour la période 2020-2021, car ce serait éventuellement des congés par anticipation. Donc la question de la compensation à l'effort collectif va se poser. C'est-à-dire très concrètement, ceux d'entre vous qui se verraient imposer une prise de congé ou des fractionnements ou des jours de repos imposés, forcément, ça aura des impacts, des conséquences sur vos conditions de travail, notamment en termes de charge de travail, en termes de fatigue, en termes donc de stress, etc., etc. Donc, il faudra être vigilant, notamment les commissions SSCT et les élus en charge de la santé et de la sécurité au travail, sur l'impact de ces décisions, puisque, en fait, si l'employeur se sert de cette ordonnance, il va accroître considérablement votre charge de travail, impacter vos jours de congés payés et vos jours de repos. Donc, des conséquences immédiates et potentiellement fortes sur la fatigue et donc les risques d'accident
quel qu'il soit. L'ordonnance qui permet aussi d'allonger la durée du travail. Cette possibilité offerte aussi par l'ordonnance concerne un certain nombre d'entreprises liées à des secteurs spécifiques qui sont considérés par l'État comme nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale. Vous voyez à droite les différents secteurs, donc vous allez certainement vous y retrouver à l'intérieur, plus des secteurs d'information qui sont liés à l'information obligatoire et nécessaire pour les citoyens. Les dérogations introduites par l'ordonnance sur la durée du temps de travail ne sont absolument pas neutres. Et donc là, j'attire votre attention, notamment sur la partie SSCT, en termes de vigilance quant aux conditions de travail et aux risques associés, car la durée la durée quotidienne maximale pourrait être portée à 12 heures, donc 12 heures par jour, et la durée hebdomadaire à 60 heures par semaine. Ces décisions qui pourront être prises unilatéralement par l'employeur ne nécessiteront plus l'autorisation préalable de l'inspection du travail. Bien évidemment, ces décisions devront quand même faire l'objet, s'il y a des syndicats, d'une négociation d'un accord d'entreprise. J'invite les organisations syndicales à réagir immédiatement si déjà ce sujet circule dans l'entreprise ou est abordé ou est mis à l'ordre du jour d'une réunion du CSE pour engager au plus tôt les négociations sur les conditions de mise en place de ces exceptions. S'il n'y a pas de syndicat, ça passera par une consultation du CSE. Donc la durée quotidienne pourrait être portée à 12 heures par jour et les semaines à 60 heures. Sur une période de 12 semaines consécutives maximale. Donc, ce n'est pas neutre, comme vous pouvez le constater. L'ordonnance modifie aussi la durée de travail pour le travail de nuit. Vous savez, et comme moi, que le travail de nuit est beaucoup plus dangereux pour la santé, notamment pour celle des femmes. Et l'ordonnance prévoit que sur une période de 12 semaines consécutives, normalement, on ne peut pas dépasser 40 heures, mais néanmoins, l'ordonnance permettra aussi à vos employeurs d'augmenter votre nombre d'heures de travail de nuit, qui pourra passer de 8 heures à 12 heures en travail de nuit. Alors, sous réserve d'un repos compensateur égal au dépassement. Donc, s'il vous fait travailler 12 heures au lieu de 8, vous aurez un repos compensateur de 4 heures. Néanmoins, 4 heures de travail de nuit supplémentaire, ça a des coûts et des incidences sur la santé de vos collègues extrêmement importants. Donc, problème qui devra être bien suivi en réunion d'SSCT ou de CSE, notamment à travers le DURP pour recenser tous les risques associés au travail de nuit. Et la durée hebdomadaire du travail de nuit pourra passer, elle, de 40 à 44 heures sur une semaine. Précision importante, l'ordonnance écarte l'exigence d'un accord d'entreprise pour pouvoir mettre en place des dérogations, ce qui ne veut pas dire que le CSE ne devra pas être consulté. Ce qui n'empêchera pas non plus les syndicats de demander l'ouverture d'une telle négociation, même si l'ordonnance ne le prévoit pas. Donc, dernier impact de l'ordonnance, et qui n'est pas sans conséquence non plus, puisque la diminution du temps de travail a d'abord été négociée par les syndicats pour améliorer la santé des salariés. Le repos minimum obligatoire entre 2 journées de travail passe de 11 à 9 heures consécutives, sous réserve d'un repos compensateur qui sera donné plus tard. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, entre 2 journées de travail, je dois observer 11 heures de repos obligatoires et consécutives. Ça pourra être amené à 9 heures entre 2 journées de travail. Donc, les 2 heures que je perds me seront réattribuées sous forme de repos compensateur. Donc, vigilance sur ce point-là. Si l'employeur décide de le mettre en œuvre, sous quelle forme ce repos compensateur et à quel délai il pourrait être utilisé, où, quand et comment. Voilà, donc
aux organisations syndicales de se manifester, au CSE de se manifester. Le mieux, ça serait que les deux travaillent ensemble, à la fois les organisations syndicales et le CSE, car là, il s'agit bien de changements importants sur les conditions de travail qui auront forcément des impacts et qui ne seront pas positifs en l'état sur la santé de vos collègues. Donc, il vaudra mieux, dans un souci d'efficacité, que les organisations syndicales et les CSE travaillent main dans la main. Donc, les points de négociation et de vigilance, si vous êtes amené à discuter de ces points-là avec votre employeur, c'est-à-dire bien cibler les salariés qui seraient impactés par ces décisions de l'employeur afin de respecter l'égalité de traitement, l'organisation du travail qui va être mise en place si l'employeur décide d'augmenter votre temps de travail, vos prises de congés payés, vos jours de repos, quel impact ça va avoir sur le système de production en termes de cadence, en termes de productivité, en termes de charge de travail, les procédures mises en place par vos employeurs respectifs avec votre concours pour s'assurer de la mise en sécurité de vos collègues à la fois pour tout ce qui concerne le Covid, mais aussi et surtout sur les conséquences de mise en œuvre de ces mesures dérogatoires en termes de charge de travail, de fatigue et de risque d'accident, les équipements mis à votre disposition, les signalétiques dans le cadre du Covid et surtout qui sera chargé du suivi et du contrôle de l'efficacité des décisions prises pour garantir votre sécurité et vos bonnes conditions de travail. Donc, qui sera chargé de ce suivi? Il faut que ce suivi et ces mesures de contrôle soient effectuées à la fois par les représentants du personnel que vous êtes et par vos directions. Les conséquences, il faudra les mesurer en réunion en termes de temps de travail. Quid des pauses si le temps de travail est allongé, si les congés sont décalés, si les jours de repos sont réduits, quid sur l'impact sur les temps de trajet et donc sur la fatigue et le stress de vos collègues. Il faudra absolument poser ces questions-là en réunion afin de mettre en place des systèmes de compensation et des systèmes de protection de vos collègues. Tous ces sujets, bien évidemment, ne s'arrêteront pas ni le 10 juillet ni le 31 décembre 2020. Ils devront faire l'objet d'une vigilance des élus, des représentants du personnel que vous êtes jusqu'à la fin de vos mandats. À partir du moment où l'état d'urgence sanitaire va être aboli le 10 juillet, je vous invite à reprendre les réunions du CSE ou les réunions de négociation syndicale en présentiel, c'est toujours préférable. N'oubliez pas d'utiliser le DURP pour inscrire dedans l'ensemble des risques et des dangers que vous pourrez identifier ou qui apparaîtraient. Et le registre des accidents bénins pour déclarer tout type d'accident qui se produirait dans le travail qui va permettre d'évaluer les risques et réellement encourus par vos collègues. Voilà, donc pour terminer, n'oubliez pas, vous, représentants du personnel, profitez-en pour communiquer abondamment avec vos collègues. C'est un moyen de faire connaître donc l'existence du CSE dans toutes ses dimensions. Donc, il faut que les instances, vos CSE, vos commissions, les élus, les syndicats communiquent. Il faut montrer que vous existez, ce que vous faites. Donc, la première manière de communiquer, c'est d'aller sur le terrain pour discuter avec vos collègues. Je vous rappelle que la loi vous autorise à rencontrer l'ensemble de vos collègues là où ils se trouvent, sur leur lieu de travail et pendant leur travail, à condition de ne pas occasionner de gêne trop importante. Ce qui veut notamment dire que votre employeur doit vous laisser un libre accès permanent à l'ensemble de vos collègues là où ils se trouvent. Donc, utilisez tous les moyens à votre disposition, les sites internet dont vous disposez, les CSE, les sites internet dont disposent les syndicats, par voie d'affichage, par voie de mail, par SMS, enfin, utilisez tout ce qui est à votre disposition pour communiquer. Celui qui communique le premier a souvent la main sur la communication et là, vous allez avoir un rôle de communication important pour expliquer à vos collègues ce que votre employeur décide de mettre en place, les conséquences que ça peut avoir et les négociations que vous allez mener avec lui pour améliorer leur santé et leur sécurité.
Voilà, donc pour terminer, si vous avez des questions, bien évidemment, je pense que vous les avez mises sur le chat ou sur l'onglet questions. Adressez-nous vos mails pour que nous puissions répondre à l'ensemble des questions écrites que vous nous avez adressées, notamment les questions qui nécessitent un petit peu de temps de recherche et de réflexion. Et vous aurez à votre disposition un lien aussi sur le site qui vous permettra de recevoir à la fois le support et l'enregistrement vidéo de cette visioconférence. Voilà, donc vous voyez ici une carte de Salon CE, de toutes les prochaines manifestations qui sont prévues avec les dates dans vos villes respectives. Voilà, nous en avons terminé pour cette projection, pour ce débat. Je rouvre la parole pour ceux d'entre vous qui auraient quelques questions à me poser afin de conclure cette visio sous forme de questions-réponses un peu plus partagées. Voilà, donc j'attends vos questions si vous en avez. Allô? Des questions? Oui. Bonjour. Moi, j'avais une question, bonjour, par rapport à la communication dont vous parliez juste sur la slide précédente. Oui. Vous parlez de communication par mail. Or, nous, notre direction ne souhaite pas que nous communiquions par mail. Oui. À l'heure actuelle, beaucoup de salariés sont encore en télétravail, donc pas forcément disponibles sur le site, donc n'ont pas accès aux affichages, aux panneaux d'affichage. Comment est-ce qu'on peut faire pour communiquer avec ces personnes-là? Alors, si pour les salariés qui sont en télétravail, l'employeur doit vous remettre leur mail ou leur téléphone, puisque si ils sont d'habitude en présentiel dans l'entreprise, vous avez accès à vos collègues, puisque dans le cadre de l'exercice de vos mandats, vous pouvez vous déplacer librement dans l'entreprise. D'accord? Par contre, vous déplacer librement dans une propriété privée, ce n'est pas forcément autorisé. Néanmoins, l'employeur ne doit pas vous empêcher d'exercer votre mandat, sauf à commettre un délit d'entrave. Donc, pour vos collègues qui sont en télétravail, il doit vous fournir le mail professionnel de ces personnes. Après, libre à vous aussi d'essayer de récupérer leur mail professionnel ou personnel ou un numéro de téléphone pour pouvoir communiquer avec eux. D'où souvent le côté pratique aussi de disposer d'un site internet dédié au CSE, puisque un tel site peut permettre à vos collègues de se connecter dessus en toute confidentialité pour prendre contact avec vous. D'accord, très bien, merci. D'autres questions? Oui, je voulais savoir si le document unique, bonjour, est-ce que le DUERP, là, le document unique pour les risques professionnels, est obligatoire? Oui, parce qu'actuellement, nous n'en avons pas. C'est un registre obligatoire qui a été instauré par la loi de 2002. Donc, il est obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés. La forme n'est pas précisée par la loi, donc c'est une élaboration conjointe à faire avec votre employeur. Mais oui, c'est la loi de 2002. De poser la question par écrit à nos juristes, ils vous enverront copie du texte de loi, mais ce registre est un registre obligatoire. D'accord, merci. D'autres questions? Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, dans le cadre du télétravail, si un supérieur peut demander à chacun, comme l'a fait un chef relativement récent, peut-être qu'il n'avait pas encore l'habitude de gérer ce contexte assez exceptionnel, peut demander à chacun, chaque soir, d'écrire ce qu'il a fait et de l'envoyer par mail. C'est délicat, c'est compliqué
parce que normalement, à partir du moment où vous êtes en télétravail, vous vous connectez, l'employeur le sait, donc il peut vérifier ce que vous faites. Donc il faudra lui demander la raison pour laquelle ils font ces demandes-là. Et deuxièmement, voir si c'est appliqué de la même manière à tout le monde. Mais c'est une demande un petit peu particulière. À tout le moins, il faudra qu'elle soit d'abord en amont traitée en CSE, que le CSE soit consulté sur cette question afin de vérifier que ce qui est demandé n'a qu'un caractère strictement professionnel, que ce n'est pas un moyen de surveiller les salariés, et aussi notamment dans le cadre de l'évaluation professionnelle, où normalement une fois par an on fait un bilan et vous avez des entretiens individuels, voir comment cette période de télétravail a été recensée et prise en compte dans vos systèmes d'évaluation. Mais à tout le moins, ça doit faire l'objet d'une information, consultation du CSE. Donc à vous de demander à ce que de le mettre à l'ordre du jour, tout simplement. Merci. Je vous en prie. Encore une question peut-être avant de terminer? Encore une question? Oui, non? On va faire comme les salles de vente. Bon, bah écoutez, pas d'autres questions. Écoutez. Ah, allô? Non. Écoutez, des voix derrière. Néanmoins, bah écoutez, je vous remercie tous en tout cas de votre participation. J'espère que je vous ai pas, vous m'avez supporté pendant 1 heure. Je vous remercie tous. C'est pas forcément évident. En tout cas, ravi de vous avoir transmis l'ensemble de ces informations. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute demande d'informations complémentaires. Nous serons là pour répondre à toutes vos questions. Donc voilà, donc merci à toutes et à tous. Bonne continuation, bonne reprise, bon déconfinement. Et surtout, prenez votre place dans ce déconfinement et saisissez l'opportunité pour que le CSE prenne une place centrale dans le fonctionnement de votre entreprise en matière notamment de santé et de sécurité. Voilà. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci.